fait, c'est assez sympa parce que beaucoup de ces motos, j'ai eu la chance de pouvoir les racheter soit à Jean-Claude-Olivier, soit à des mécaniciens, soit à des pilotes. J'ai racheté plusieurs motos directement à Christian Sarron. C'est assez lourd comme responsabilité parce qu'en fait, j'ai que des gens qui m'ont fait confiance en disant on préfère que ce soit toi qui l'aide. Et maintenant, je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Alors, aujourd'hui, cette expo et ce livre que j'ai écrit, c'était vraiment pour reconnaître et dire merci à tous ces personnages qui ont contribué à l'évolution du sport moto, de la culture moto, de la passion moto. Ils ont été tous contributeurs à leur façon. Et j'espère un jour pouvoir faire une donation de ces motos-là pour en faire un musée accessible au public et qui leur permettra de vivre. Et donc vous avez ici et à côté 42 motos qui représentent ces 40 personnalités. Là par exemple, le 125 qui est exceptionnelle, parce que personne ne la connaît, ça ne dit rien à personne, elle n'a jamais couru en championnat du monde, mais c'est elle, la grand-mère, et tous les succès de Yamaha en 500, dans la période Rennais, Lawson, Sarron, puisque c'est la première moto à être équipée d'une valve à l'échappement, de l'YPVS, et qui a été quand même une révolution dans le moteur de temps, en apportant une possibilité d'augmenter le couple, qui était la grande faiblesse des moteurs de temps, qui avait une bonne puissance à l'origine, et qui manquait souvent de souplesse. Ce qui a été plutôt sympa, c'est qu'un an après que Yamaha ait introduit ça en Grand Prix, Ferrari a adopté le concept de l'YPVS sur ses Formule 1. À côté, vous avez une moto assez amusante qui est la 350 de Katayama, championne du monde en 77. Et la catégorie, à partir de 75, a été abandonnée par les usines en tant que telles, qui se concentraient sur le 2,5 et sur le 500 cm3. Et en 350, c'était vraiment la catégorie des pilotes privés. Et Ferry Brower, qui était l'ancien mécanicien de Fillerid et de Jarno Saarinen, a développé ce 350 à partir d'un moteur de 250. Ils ont repris un cylindre supplémentaire pour en faire un 375. Ils ont modifié l'alésage à la course pour arriver à 350. Après, vous avez la 2,5 de Christian, champion du monde, 84, du team Sonoto. À l'époque, c'était Serge Rosset qui était manager du team. Et elle avait deux particularités, et je crois que je y ai là ce soir. Mais il a participé à l'aéro et à la fabrication de ces carénages qui vraiment à l'époque était une obsession, ou en tout cas une direction des teams, à essayer d'améliorer la vitesse de pointe des motos par l'aérodynamisme. Donc on ne cherchait pas un aérodynamisme qui donne de l'appui, mais qui donne de la vitesse de pointe. Cette moto est celle de Christian Bourgeois, avec laquelle il va finir deuxième au Grand Prix de France à Charades en 1974. Et là on est encore sur un moteur à air. Vous voyez le frein à tambour, double cam, moteur à air. C'est la fin d'une génération de motos avant que la TZ finisse par arriver en 73. On a fêté l'an passé les 50 ans de la TZ. Et là, vous avez une moto entre les deux, qui est la moto de Jarno Saarinen, en 350, saison 1972. Donc tout le plateau roulait encore avec des moteurs à air. Et l'usine fait des moteurs à refroidissement liquide pour les pilotes de pointe. Et ils sont plusieurs à en bénéficier. Il y a Rodney Gould qui en bénéficie avec les couleurs de Stettler. Il y a pas Fillerid parce qu'il était pas en très bonne condition avec Yamaha. Mais il y avait Barry Sheen qui court sous les couleurs de Sonoto, mais qui ne se fait pas à la moto, performe pas, il va finir par se blesser avec la moto. Et Jarno Saarinen qui roule sous les couleurs d'Arvidsson, qui était l'importateur finlandais. Et Jarno va faire la meilleure saison, il va remporter le titre en 250 et finir vice-champion du monde avec cette moto en 350. La grande évolution, c'est que ce moteur est un moteur à refroidissement liquide. Donc en fait, le châssis restait celui de la Compé client, dans lequel le moteur usine liquide était implanté. Et donc ça va ouvrir l'arrivée de la TZ en 73, qui sera pour les Compé clients au refroidissement liquide. À côté, vous avez, là on saute quelques années, puisque là on est 72, là on est 88, avec Jean-Philippe Goudia, et Jean-Philippe qui remporte la Coupe Yamaha, qui est donc soutenu par Gauloise Blonde et par son moto, et qui va réaliser 88-89, 2 saisons en 2,5, avant de passer en 500 en 1990. Il est le premier pilote à poser le coude,
il montre un talent absolument flamboyant, mais malgré tout, à ce niveau-là, il se retrouve dans une génération d'années où il est face à des vieux briscards à qui on ne la fait pas, et donc la flamboyance ne suffit pas. Et il va apprendre pendant ces saisons, c'est vraiment ces saisons d'apprentissage, où il va apprendre à devoir gérer ses courses et à comprendre comment, de temps en temps, il vaut mieux finir 4 et marquer des gros points que d'essayer d'aller chercher la deuxième place et se mettre par terre. À côté, vous avez une autre moto, celle de Marc Fontan. À la suite du décès de Patrick Gonce, on remplace Patrick par Marc Fontan, qui fait attelage avec Christian Saron en 500 pour les saisons 81-82. Et cette moto, Jean-Claude arrive à obtenir de l'usine d'avoir une des motos d'usine qui était aussi fournie à Marichine. Et on reconnaît que c'est une moto d'usine par la fourche déjà, avec un système anti-plongée qui était exclusif aux motos d'usine. Le cadre, le moteur, qui n'était pas exactement avec les mêmes écartements de cylindres que le TZ500 standard des combis clients. Malgré tout, Marc va rouler à Daytona, puisqu'il va faire la saison 81 avec la moto, et en 82 il roule à Daytona, et c'est pour ça que la moto a gardé son numéro de Daytona, qu'il a failli gagner. Et pour un kilomètre de bêtises au stand, il va finir deuxième, et il aurait pu gagner le Mans, Daytona sur cette 500 contre des 750. Après, vous avez la moto de Patrick Gonce, la TZ700, je l'ai dit tout à l'heure, sort en 74. Giacomo Agostini l'a fait gagner à Daytona, et 4 motos sont disponibles en début de saison, et Jean-Claude Olivier arrive à en choper une pour Patrick Gonce. Et donc, elle est encore aux couleurs Moraco. En 74, le team et les motos sont préparées par les frères Mingret. Et donc, on est aux couleurs Sonoto Moraco. Et Patrick va tout de suite montrer l'éclectisme de son talent, parce qu'il était plutôt un pilote 2,5, 3,5. Et sur la 700, il marche très bien aussi, très fort. Et c'est la raison pour laquelle, pendant toutes les années qui ont suivi, il va tout le temps continuer de participer sur les courses de prestige en 750, où il était très bon. Et j'ai eu la chance de le voir avec cette moto en 74 à Dijon-Prénois. Et je peux vous dire que dans la cuvette de voir Patrick glisser des dos avec la 700 sans se poser de questions, c'était assez sympa à voir en tant que spectateur. Et avec cette moto, ou en tout cas l'évocation de cette moto, Jackie Vimon est champion du monde en 1986. Et malheureusement, la saison est brillante, formidable. Un pilote français au sommet du motocross, et pour fêter ça, une grande célébration est faite au Paradis Latin, et malheureusement, au moment où Jackie doit descendre depuis les cintres du toit du Paradis Latin sur scène, un des deux câbles qui tient sa moto sur lequel il est lâche, et il se retrouve à chuter de 10 mètres de haut et se casse la colonne vertébrale. Donc ça a été un drame, pour lui évidemment, pour Yamaha aussi. Donc Maxime, un vrai produit Yamaha, qui a démarré sa carrière avec nous et qui s'est épanoui avec la marque, qui a été champion du monde en 125 avant de passer en EMX, championnat d'Europe, et puis au championnat du monde qu'il a remporté en 2021. Romain Fèvre, on fait confiance à Romain en 2014, il vient nous rejoindre en 2015, première saison à MXGP, et Romain c'est un caractère d'acier, une volonté de dingue, un talent formidable. Et on lui fournit cette moto qu'on a essayé de faire à sa mesure. C'est une 450 officiellement, en réalité c'est plutôt une 420, parce que Romain voulait une moto très fluide, qui ait une relance facile, il voulait de la vitesse de passage, et donc on lui a plutôt dégonflé le moteur pour lui faire une carto et une coupe moteur qui correspondent à son pilotage. Et c'est avec cette moto qu'il remporte son premier Grand Prix, au Grand Prix de France à Villars, en 2015. J'y étais, je peux vous dire que c'était une émotion incroyable, et il a été lancé. Et cette victoire a débloqué le compteur, et il a enchaîné les victoires dans les Grands Prix suivants, pris l'avance au championnat et remporté le championnat 3 Grands Prix avant la fin à Assen en plein mois d'août 2015. Ici vous avez 5 motos Dakar de 3 générations différentes. Ici vous avez la moto de Peter, le Bi, qu'on a attendu pendant des années, puisque après la deuxième place de Jean-Claude Olivier en 85 avec un mono, on voyait que le temps du mono était passé, que les bicylindres BMW, Cagiva, Ligier étaient là, et qu'il fallait un bi pour gagner au Dakar. Malgré la tentative qu'on a fait avec un 4 cylindres, avec Jean-Claude et Serge Bacou en 86-87,
En 88, on revient avec un mono d'usine, fait par l'usine au Japon, de 750 cm3, mais qui ne suffit pas. Et en 90, on vient avec un moteur issu de la Super Ténéré, qu'on a sorti 1 an plus tôt, qui est en cours de mise au point, et en 91, on est prêt. On est prêt avec une nouvelle boîte 6 qu'on adapte au moteur, le moteur qui devient un moteur de TDM de 850, et avec ça, Stéphane va dominer les rallyes africains en 91, 92, 93. Il domine tellement que TSO, à l'époque, décide de changer le règlement et impose, c'était Hubert Auriol qui était directeur sportif à cette époque-là, impose à tous les constructeurs de ne plus pouvoir rouler avec des prototypes, mais de faire au moins des séries de 15 exemplaires pour pouvoir s'engager au Dakar. Ce qui fait que de fait, Yamaha est exclu du Dakar de 1994 et on a 1 an pour produire par nous-mêmes, chez Yamaha France, une série de 15 motos sur la base de cette machine et 15 motos en 660 monocylindres. On revient sur le Dakar en 95, on regagne avec Stéphane ou Orioli, et on regagne 95, 96, 97, 98, et jusqu'au moment où de nouveau le règlement nous interdit l'épreuve, considérant, et ce qui était assez objectif, que les motos étaient trop lourdes, trop rapides, trop puissantes, et finalement c'est l'époque où KTM reprend la main avec les 690, et il va y avoir la génération KTM, avec KTM principalement, BM un petit peu, jusqu'au fait que de nouveau on fait face à des accidents mortels, et celui qui a peut-être été le plus impactant était celui de Richard Sankt, qui remet en cause ces 700 qui de nouveau vont trop vite, et les constructeurs, l'organisateur s'interrogent autour du 450. Et comme nous n'avions pas de 700, David Frétinier, comprenant qu'il y a cette tendance, tanne Jean-Claude, et il sait que Jean-Claude aime bien les rallyes africains, et lui dit « Laissez-moi courir le Dakar, laissez-moi tenter ma chance avec un 450 ». Et c'est ce qu'il va faire pendant 3 Dakars, il en fait au moins 3, et jusqu'à terminer 3e. Et donc, cette année-là, je ne veux pas dire de bêtises, mais donc on est en 2009, David fait podium et démontre qu'avec un 450, on est capable de faire podium face au KTM, à l'Armada, parce que c'était l'Armada KTM dans ces années-là, avec le 690. Et donc, voyant la performance, que la performance était au rendez-vous, ASO décide de basculer le règlement et d'aller sur le 450. En 2010, moi je reprends la présidence de Yamaha France et je vois ces tentatives finalement privées de David Frétinier, d'Olivier Pain, de ces pilotes qui se donnent du mal, et je tente l'aventure à remettre officiellement Yamaha sur le Dakar, contre l'avis de Jean-Claude d'ailleurs. Jean-Claude avait pris sa retraite, mais je l'avais consulté, il m'avait dit « fais pas cette connerie », bon, je l'ai faite, mais on a vécu des trucs formidables, et on est reparti sur la base de la moto d'enduro, la WR 450, et très vite on s'est aperçu qu'il fallait la moto de cross, le moteur le plus puissant possible, et on a travaillé sur la base de la moto de cross pendant presque 10 ans, sans réussir à gagner, en faisant des podiums, en faisant pas mal de victoires d'étape. On a pris 2 fois le lead de l'épreuve, donc on n'était pas loin, avec des budgets qui n'avaient rien à voir, je peux vous le dire. Dans les années 2011-2012, je partais avec 3 motos officielles sur le Dakar avec un budget de 350 000 €. Il faut savoir qu'à l'époque, le budget de KTM Factory était de 9 millions, et quand Honda est arrivé, ils ont mis 12 millions dans l'histoire. Donc autant dire on nous comparait aimablement. Moi je savais qu'on ne se donnait pas tous les moyens, mais c'est ce que je pouvais m'accorder au niveau de Yamaha France, et je n'avais pas de soutien de la part de Yamaha Europe. Mais pour moi, la légende de Yamaha, elle était aussi sur les terres africaines, elle était aussi dans cette envie d'aventure, de grands espaces, et d'une aventure humaine qui est essentielle. Et ici, vous avez la moto d'Adrien Van Beveren, qui a été l'ultime évolution qu'on a réussi à faire sur la base d'une YZF 450, d'une moto de cross transformée en moto de rallye, avec une boîte 6, avec une fourche sur mesure en 51 mm, avec plein de modifications. Mais quand j'ai vu qu'il nous manquait les 6 km à l'heure en vitesse de pointe, il nous manquait le petit gain de réaccélération dans le sable, il nous manquait. Et alors qu'on était au bout de ce qu'on pouvait exploiter avec notre package technique, j'ai pris la décision d'arrêter le programme Dakar en 2022. Je voulais donner une dernière chance à Adrien de briller, ce qu'il a fait, puisqu'on a fini 4e. Donc c'était le Dakar avec cette époque 450, et puis là vous avez l'époque plus pionnière, que Thierry a bien connue, où on a démarré évidemment avec le rallye Côte d'Ivoire Côte d'Azur, le rallye 5.5. On était encore dans une période de transition entre le 2 temps, la 400 DTMX,
et la XT 500 qui arrive en 76. Et en 79, quand le premier Dakar existe, la XT est la moto du concurrent du Dakar. Et donc on remporte les premières éditions avec la 500. Et puis on essaye, devant l'engouement et le succès populaire de l'épreuve et de ce qu'il apporte au marché, on essaie de faire évoluer la partie cycle. Et ça, c'est la première moto cantilever sur le Dakar, qui est la 550 de Merrell de 82. On n'était pas encore totalement sûr de la solution technique, ce qui fait que Bakou roulait encore avec l'ancien châssis, les bi-amortisseurs Fournales, et Merrell était sur le cantilever. Et en 84, on est vraiment dans le soutien de la première génération de la Ténéré, qui sort fin 83. Et ça, c'est la moto de Jackie Vimon, avec laquelle il va faire le Dakar 84, avec un certain succès. Il remporte une spéciale, il est vite. Malheureusement, il a un petit problème technique sur une étape, il a une autre étape où il chute et il met du temps à pouvoir ramener la moto. Donc son classement final n'est pas à la hauteur de son talent, mais il a démontré vraiment de grandes capacités. Mais Jackie ne veut pas se détourner de son objectif d'être champion du monde en motocross et finalement ne renouvellera pas l'expérience. Il va se concentrer sur le motocross avec succès, puisqu'en 86, il est champion du monde, et donc il a sûrement eu raison. Mais Jean-Claude était un peu déçu parce qu'il trouvait ça bien de mettre des pilotes du cross qui l'amenaient au Dakar et qui faisaient briller le niveau sportif du Dakar. Ça, c'est l'XJR Cup du bol d'argent, qui était celle de Christian Saron et de Jean-Claude Olivier. Donc j'ai eu la chance de faire le bol d'argent la même année. Moi j'étais sur une TRX 850, parce que Jean-Claude m'avait interdit de rouler avec le 1200. Il m'a dit non, le 1200 c'est moi. Vous avez un 850, ça ira bien. Bon. Et il n'a pas été récompensé parce qu'il a cassé, alors qu'on a terminé. Mais la XJR, c'est une belle aventure. J'ai eu la chance de participer au développement. Et donc là, vous avez 3 motos de Grand Prix françaises. La première qui est celle développée par Eric Offenstadt. Eric Offenstadt a été un pilote ingénieux qui a essayé de transposer à la moto ce qu'il avait appris en pilotant des monoplaces automobiles à la fin des années 60. Et il a été l'homme de certaines avancées techniques. Il a été vraiment l'homme des jantes en alliage. Il a été un des premiers à croire à l'allègement des jantes et à ce que ça apportait en termes de maniabilité par rapport à des roues à rayons. Il a été l'homme des châssis monocoques en aluminium. Il a été l'homme de l'accélération, de la généralisation du frein à disque. Et il a été l'homme de travaux pas tout à fait aboutis sur le train avant, mais où il a vraiment cherché pour essayer d'apporter une plus grande stabilité et efficacité dans les zones de freinage. Ici, vous avez la Pernod, Aventure Pernod, qui naît de l'aventure Motobécane. Motobécane en 125, milieu des années 70, remporte des Grands Prix, se retrouve grand concurrent de Morbidelli, qui dominait la catégorie à l'époque, et de nombreuses victoires pour les pilotes français, à commencer par Bachol, Thierry Espier et Guy Bertin, qui vont se révéler sur 725. Et devant le succès, Pernod, qui voulait s'investir dans le sponsoring du sport moto, confie à Jean Bidalot, qui était l'ingénieur qui avait développé la 125 Motobécane, le projet de la Pernod 250, qui va durer pendant environ 4 saisons, avec le fait de gloire qui est la victoire de Jacques Paul à Silverstone sur cette moto-là. C'est difficile de dire cette moto-là parce que la moto évolue d'une course à l'autre et ça n'a jamais été vraiment la même. Et puis là, c'est encore Jean-François, c'est la Cheval 250, la Chevalier. Il a couru en 250-350, développé ses motos au départ pour son frère Olivier. Malheureusement, en 80, Olivier se tue lors des premières courses qu'il fait avec la Chevalier. Après enquête, il est révélé que ça ne vient pas de la moto. Malheureusement, c'était une chute, mais dans laquelle techniquement la moto n'avait aucune défaillance. Et donc Eric Saut arrive à convaincre Alain Chevalier de remettre les motos en route et de courir avec. Et ça va être une certaine réussite, puisque Didier de Radiguez va rejoindre le team et va être vice-champion du monde avec cette moto en 350. Et puis ici, vous avez la moto championne du monde de Carlos Lavado, moteur usine, OW47, avec lequel Carlos, pilote vénézuélien, va être champion du monde en 83, avant de réitérer l'expo en 85. Et entre les deux, c'est Christian Saron qui remporte le titre en 84. Donc on est dans des années où Gamma est fort dans la catégorie. Et Carlos est un mec incroyable. Et à l'époque, en 85, je suis avec ma société de caméras de télévision. Et donc je suis le pilote qui fait tous les circuits du championnat du monde avec une moto de série pour que l'hélicoptère relais sache les points relais où il doit se positionner pour que le signal
soit bien transmis au car régie de la télévision locale. Et donc, pour vous dire que c'était une autre époque, je courais en essai libre, enfin je roulais en essai libre avec les pilotes de Grand Prix, puisque quand on était essai libre, c'était libre. C'était très très libre. Donc tout le monde pouvait rouler, toutes les catégories pouvaient rouler, et il y avait 1 heure ou 2 heures en fin de journée où les pilotes pouvaient aller faire leur carburation, etc. Mais on roulait, il y avait du 2,5, du 500, tout le monde roulait. Et moi j'étais avec ma moto de série, et je roulais, j'avais l'impression de rouler comme un pilote, mais notamment, et je me retrouve à Spa-Francorchamps, et je suis à Spa avec une 900 Kawa, parce que Kawa nous avait prêté une moto pour la saison, et je suis là, je suis concentré, etc. Et dans le triple gauche, enfin dans le grand gauche qu'il y a en bas de la cuvette, il y a un mec qui passe à l'extérieur, en t-shirt, avec un trail, un XT600, à fond, il était à fond de 5 entre elles, déhanché comme ça, le t-shirt qui baillait derrière, avec un petit casque de jet, et c'était Carlos Salvador. Ça m'a écœuré, j'ai dit, c'est fini, jamais je peux être pilote de Grand Prix, ça c'est sûr. Mais c'était Lavado, et qui venait uniquement dans cette séance d'essai libre pour se marrer, pour faire peur au mec qui était en 125 et tout, et avec son train, il passait, comme ça. Et le mec était champion du monde. Pour vous donner juste la tonalité de cette atmosphère libre, où on savait que le danger était là, mais les pilotes vivaient pleinement leur passion, et c'était dans un élan de générosité, de fraîcheur et de liberté qui vous marque. Et voilà. Bon, voilà, des petites histoires. Il y en a plus dans le bouquin, évidemment, mais voilà, c'est des bouts de ma vie, et j'étais heureux de vous les partager un petit peu.